Bonjour à tous et très heureux donc, de vous accueillir pour cette 13e édition, c'est ça, hein, du baromètre des Français et de l'énergie. Donc on va vous présenter ça dans la longueur. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'informations nouvelles et on va essayer de mettre des focus un peu sur les points qui nous semblent les plus saillants. Et puis, bon, bien sûr, vous aurez l'occasion de pouvoir nous interroger un peu en détail. Alors, c'est vrai qu'on est dans un monde un peu qui est très particulier, le monde de l'énergie, parce que nous avons vécu des éléments quand même assez troublants ces dernières années, avec, pour ne prendre que les plus récents, une forte augmentation des prix de l'électricité, notamment en Europe, et même de l'énergie, suite à la guerre en Ukraine. Puis ensuite, des évolutions inverses, je dirais, avec en ce moment un contre-choc gazier, puisque le prix du gaz est revenu à des niveaux extrêmement bas. Et alors que les prix de l'énergie, les prix spot de l'électricité également ont beaucoup baissé, mais des prix pour les particuliers qui sont orientés à la hausse, les dernières hausses ayant été une augmentation des taxes qui a été enregistrée le 1er février dernier. Donc on voit que ça bouge un peu dans tous les sens. Et c'est important, je pense, de temps en temps, de faire une photo, hein, un arrêt sur image, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et vous apporter un peu le décryptage finalement. Qu'est-ce que derrière tout ça, quelles sont les grandes constantes, les choses que... Et vous allez voir que pour les énergies renouvelables, on est bien lotis, puisque on va le voir dans le détail, on a quand même une bonne acceptabilité, une très très bonne acceptabilité de la part du public. Et on le retrouve un peu dans toutes les questions que nous avons pu lui poser. Alors Frédéric est là pour nous aider à présenter tout ça, puisque c'est lui qui a fait le sondage, en fait, Qualité ENR n'étant que le producteur de cette affaire, mais c'est Opinionway donc qui a réalisé le sondage au mois de janvier-février. Oui, absolument. Alors pour cette 13e édition du baromètre, nous avons repris la même méthodologie que lors des éditions précédentes. Et en l'occurrence, nous avons interrogé un échantillon national représentatif de plus de 2500 personnes. C'est considérable, hein. Habituellement, on travaille sur des tailles d'échantillons de 1000 personnes au niveau national. Là, on a choisi volontairement une taille beaucoup plus large pour pouvoir d'abord avoir plus de fiabilité statistique et puis surtout pour pouvoir faire un zoom sur les différentes régions. Et vous le verrez, il y a des résultats qui, évidemment, sur un sujet comme celui-là, sont très différents d'une région à une autre. Cet échantillon a été constitué selon la méthode des quotas qui lui permet d'être représentatif en termes de sexe, d'âge, de catégories socio-professionnelles et puis évidemment de région. Ces interviews ont été réalisées du 16 au 22 janvier 2024 selon donc un protocole totalement immuable. Ça vous convient, je vous propose de passer à la première partie qui concerne le coût de l'énergie et le rapport au pouvoir d'achat avec à nouveau cette année des Français qui s'inquiètent. Et la source première de cette inquiétude, c'est évidemment les factures d'énergie. Vous savez que de nouvelles hausses des tarifs de l'électricité ont été annoncées au 1er février. Et les Français déclarent qu'ils consacrent déjà une part importante de leur budget aux dépenses énergétiques. Cette part, elle s'établit à 20% en moyenne. Autrement dit, 1/5 du budget des Français est consacré au règlement des factures d'énergie. C'est considérable. Et c'est sans doute un sommet historique dans l'histoire française économique récente. Alors, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on observe même qu'un quart des personnes interrogées déclarent que les factures énergétiques sont supérieures à ce niveau moyen de 20%. On observe aussi que la part est beaucoup plus élevée chez les plus jeunes, 26%. Plus on vieillit et plus cette part se réduit, puisqu'on sait aussi que le niveau de revenu progresse avec l'âge, 26% chez les plus jeunes, 15% chez les plus de 65 ans.
Elle est logiquement plus élevée chez les catégories populaires, les employés, les ouvriers, 20% contre 15% chez les cadres et les professions intermédiaires. Évidemment, les revenus modestes ressentent encore plus la part des factures d'énergie dans leur budget. Chez eux, ces 20% se transforment en 28%. Donc c'est quasiment 30% de leur budget. Et puis géographiquement la facture la plus élevée, 23%, et la plus faible en Île-de-France. Donc voilà, le cadre général, c'est celui-là. C'est celui d'un sommet historique de la facture énergétique des Français. Alors évidemment, tout ça nourrit une inquiétude qui est particulièrement de mise chez les Français cette année et qui s'exprime de différentes manières. Évidemment, le premier élément, ce sont des tensions très fortes sur le budget. Un Français sur 5 déclare avoir déjà rencontré des difficultés pour payer ses factures d'énergie, 22% très précisément. Évidemment, on comprend bien la mécanique. La part des factures n'a jamais été aussi élevée dans le budget. Logiquement, ça engendre des difficultés qui sont fortes, qui sont encore plus ressenties par les femmes que par les hommes. À nouveau, les plus jeunes éprouvent encore plus de difficultés que les autres à régler ces pratiques. Les revenus modestes aussi. Géographiquement, c'est en Occitanie, 25% que les difficultés sont les plus élevées. Un quart des habitants d'Occitanie déclarent avoir rencontré des difficultés pour payer ses factures. Et puis, évidemment, les catégories populaires sont concernées, mais cette année, on observe aussi que les CSP+, c'est-à-dire les cadres, les professions intermédiaires, ne sont pas épargnées et qu'elles aussi disent rencontrer des difficultés pour payer leurs factures d'énergie. Évidemment, tout ça inquiète les Français et désormais une majorité, 52% des Français, se dit inquiet de ses capacités à faire face aux prochaines augmentations. 52%, c'est un chiffre qui est en progression de 7 points par rapport à l'année dernière. Une progression de 7 points, là aussi c'est quelque chose de considérable en l'espace d'un an. Donc une inquiétude qui monte et qui devient majoritaire cette année. Ce sentiment d'inquiétude, il est aussi entretenu par le contenu même des factures énergétiques. Seul un Français sur deux, 52%, les juge faciles à lire. Et quand on est face à des documents qui semblent opaques, incompréhensibles, évidemment, ça renforce une forme d'anxiété. Et parmi, enfin, les 45% de Français qui sont en mesure d'anticiper l'évolution des factures d'énergie, l'augmentation moyenne attendue est de 218 € en 2024. Là aussi, c'est un montant qui est très élevé. Alors, il est en recul de 200 € à peu près par rapport à l'année dernière, mais il reste très, très fort. Et donc, les anticipations sont également toujours très mal orientées. On s'attend à ce que la situation se tende encore plus dans les mois qui viennent, en tout cas en 2024. Alors dans ce contexte, évidemment, il faut pour les Français trouver des solutions pour payer ces factures, essayer de résoudre cette inquiétude qui les gagne de plus en plus. Eh bien, vous le voyez, comment trouver les moyens pour payer leur facture d'énergie. 8 Français sur 10, 81% très exactement, se disent prêts à rogner sur d'autres dépenses. C'est le phénomène des vases communicants. S'ils devaient réduire des dépenses pour compenser la hausse des prix de l'énergie, les Français désignent en priorité les achats de vêtements et d'accessoires, 60%, devant les dépenses de loisirs et de culture, 55%. Là, ce sont les deux postes de dépenses sur lesquels les Français feraient des économies pour payer les dépenses contraintes que sont les factures d'énergie. On pourrait aussi toucher, dans une moindre mesure, mais tout de même dans des niveaux importants, à des budgets qui sont essentiels, les transports,
22% des Français pourraient rogner sur leur budget transport. L'alimentation, 17%. Et même la santé, 9%. On voit bien là que ces dépenses sont agissent comme une contrainte extrêmement forte pour les Français, encore plus forte pour les plus jeunes, les 25-34 ans. 26% d'entre eux seraient prêts à réduire leurs dépenses alimentaires et même 14% qui seraient prêts à réduire leurs dépenses de santé. D'autres solutions sont envisagées par les Français pour réduire le montant de leur facture énergétique. On voit bien, c'est la même logique, trouver des solutions pour payer, mais aussi faire baisser le montant de cette facture énergétique. 55%, donc une majorité des Français se disent disposés à réaliser des éco-gestes. On en a beaucoup parlé pendant la crise de 2022, de 2023. Le pouvoir public, notamment le ministre de l'économie, vous vous en souvenez, avait mis en avant ces éco-gestes. La première ministre aussi de l'époque, avec le col roulé. Le col roulé, voilà. Et la première ministre aussi de l'époque, Elisabeth Borne, avait incité les Français à adopter ces éco-gestes. C'est de loin la première réponse citée par 55% des Français, donc qui ont entendu les demandes des pouvoirs publics. Il y a d'autres gestes qui sont envisagés, des travaux de rénovation, soit partiels, 26%, soit globaux, 18%. Et donc la rénovation du logement est envisagée par 38% des Français. Un quart des Français pourraient acheter de nouveaux équipements, moins consommateurs d'énergie. Et puis en bas de tableau, 18% pourraient demander des conseils à leur entourage et 14% seulement pourraient contacter un professionnel. Si on zoome par région, peut-être d'abord en Île-de-France, on observe que l'Île-de-France est plutôt à part. On a une population qui est sociologiquement un petit peu plus riche, qui dispose de revenus plus élevés, donc elle fait preuve d'une plus grande confiance. Il consacre, les Franciliens, un petit peu moins que la moyenne nationale, 18% de leur budget aux factures énergétiques. 56% déclarent que leurs factures sont difficiles à comprendre. Ça, pour le coup, c'est un petit peu plus élevé que la moyenne nationale. Et 61% ne savent pas à quoi s'attendre quant à leur évolution. Enfin, 23% des Franciliens sont prêts à demander conseil à leur entourage pour tenter de réduire le montant de leur facture énergétique. Là aussi, c'est supérieur à la moyenne. Et 29% pourraient procéder à la rénovation partielle de leur logement. A l'inverse, c'est dans les Hauts-de-France qu'on se montre les plus inquiets, avec des habitants qui consacrent 23% de leur budget aux factures énergétiques, 28% qui déclarent avoir eu des difficultés à payer leurs factures. Là, c'est 6 points de moins que la moyenne, donc une situation encore plus tendue dans les Hauts-de-France qu'en France. Une inquiétude qui est de façon corollaire encore plus répandue. Et puis, quasiment 2/3 des habitants des Hauts-de-France qui seraient prêts à rogner leurs dépenses culture pour payer leurs factures, et 29% qui pourraient acheter de nouveaux équipements pour les faire baisser. Oui. Je vous propose de passer maintenant à la deuxième partie qui concerne les aides à la rénovation énergétique qui apparaissent comme étant indispensables aux Français. Alors d'abord, les Français semblent manifester une forme de désintérêt pour les aides à la rénovation énergétique, mais ce désintérêt n'est qu'apparent. Je dirais que c'est un désintérêt en trompe-l'œil. D'abord, il faut rappeler que le manque d'informations à l'égard de ces aides reste particulièrement patent. 3/4 des Français, 73% très exactement, nous disent qu'ils connaissent mal les aides disponibles pour effectuer des travaux de rénovation énergétique. On monte même à 77% chez les 50-64 ans, 77% également en Île-de-France. D'ailleurs, 60% des Français estiment aussi que faire appel
à des aides publiques, à des aides de l'État pour effectuer des travaux, accroît le risque d'être arnaqué. On sait qu'en 2023, il y a eu plusieurs affaires d'arnaque qui ont touché le secteur de la rénovation énergétique et ce sentiment que solliciter des aides de l'État, c'est finalement se placer dans une situation de plus grande vulnérabilité. Ça, c'est un sentiment qui est très répandu, qui est majoritaire, puisqu'il est partagé par 60% de la population. Les hommes le partagent davantage que les femmes. Les 25-34 ans le partagent à hauteur de 66%. 25-34 ans, c'est la tranche d'âge qui fait des travaux, parce qu'elle devient propriétaire. Et donc, ceux-là, ils sont encore plus réticents ou craignent davantage le risque d'arnaque. Et on voit comment ça peut constituer un frein à la sollicitation des aides publiques. Et même les foyers les plus modestes, qui sont ceux qui, théoriquement, ont le plus, et dans la pratique, ont le plus besoin des aides, chez eux, la crainte d'un risque accru d'arnaque est encore plus forte, puisqu'elle s'élève à 63% chez ces foyers. Et puis enfin, vous le voyez, un Français sur deux n'est pas en mesure d'identifier la part du coût des travaux de rénovation énergétique que l'État doit prendre à sa charge. Et ça aussi, c'est un frein important à la sollicitation de ces aides qui sont, on le sait, un déterminant pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique. Donc tout ça se combine pour créer une sorte de mise à distance des Français vis-à-vis des aides à la rénovation énergétique. Mais pourtant, ces dispositifs d'aide sont vraiment reconnus comme incontournables par les Français lorsqu'ils envisagent de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. D'abord, 31% des Français, c'est quasiment un Français sur trois, s'attend à obtenir une aide de l'État pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. Cette attente, elle est même encore plus forte chez les hommes, 35%, chez les plus jeunes, 38%, et chez les CSP+, les cadres et professions intermédiaires, 34%. Et au total, 60% du coût total du chantier devrait être pris en charge par l'État pour les Français. Donc, pour le dire autrement, une majorité de Français s'attend à ce que l'État prenne à sa charge plus de la moitié du coût des travaux de rénovation énergétique. On voit bien là à quel point c'est important dans la conception, dans le projet de travaux de rénovation. Ce qui est un peu paradoxal, Frédéric, c'est que là, on se trouve... Alors déjà, les dispositifs sont mal connus, on le constate. Les gens considèrent qu'effectivement, il faudrait qu'une part, plus de la moitié, soit prise en charge par des aides publiques. Et en fait, c'est un peu une contradiction de ces deux choses-là, parce que d'un côté, ils appellent à ce qu'il y ait des subventions, mais de l'autre côté, ils ne font peut-être pas l'effort suffisant. Alors, je veux bien que les dispositifs d'aide soient très complexes, notamment avec MaPrimeRénov' d'un côté, avec les certificats d'économie d'énergie de l'autre, bon, avec des dispositifs qui ne sont pas de même nature, d'ailleurs, en termes de subventions. Donc, tout ça, effectivement, ajoute à la complexité du dispositif. Mais enfin, voilà, on voit qu'il y a des besoins de subventions, besoin d'aide pour pouvoir passer à l'acte, financer les travaux, et de l'autre côté, une certaine insuffisance de la connaissance des dispositifs. Absolument. Et si on va encore plus loin, on observe qu'en 2024, quasiment un tiers, 30% des Français ont décidé de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Alors c'est en baisse notable par rapport à 2023, on a un tassement de l'ordre de 7 points, mais tout ça demeure très supérieur aux niveaux qui ont été observés après le pic de l'année dernière. On est bien au-delà de ce qu'on observait en 2022. En 2022, c'était 25%, et même en 2021, 24%. Donc je dirais que l'année dernière, on a eu un pic d'intention très fort.
Cette année, on a un retour à la normale, un tassement, mais qui reste supérieur à ce qu'on avait mesuré avant le pic. Donc on a toujours des intentions de travaux qui restent élevées. On connaît le profil des personnes qui veulent davantage que les autres réaliser des travaux. Ce sont plutôt des hommes, 33%, plutôt des moins de 35 ans, à hauteur de 34-35%, plutôt des catégories dites supérieures, 36%, et puis aussi en Bourgogne-Franche-Comté, là on a la région qui a le plus d'intention de réaliser des travaux à hauteur de 42%. Et puis aussi chez les propriétaires, on a une proportion qui est stable. J'ajoute que pour 69% des personnes qui envisagent de réaliser des travaux, la motivation principale est d'ordre financier. 83%, c'est plus 2 points par rapport à l'année dernière, de ceux qui veulent ou qui ont réalisé des travaux ont une motivation financière, qu'il s'agisse de loin, c'est la première, et on comprend pourquoi, hein, si on se rappelle du contexte que nous venons d'évoquer, qui est de baisser sa facture énergétique, 69%, c'est la première motivation, elle est en progression de 5 points par rapport à l'année dernière. D'autres raisons financières sont également à l'œuvre. L'augmentation de la valeur de son bien immobilier, donner de la valeur à son logement, 30%, ou le fait de pouvoir profiter des aides, 29%. Dans une moindre mesure, on cite aussi l'amélioration du confort du logement. Ça, c'est aussi une motivation qui est forte, qui est exprimée par 57% de ceux qui ont l'intention de réaliser des travaux et qui progressent de 6 points. Ou encore l'amélioration de l'impact environnemental du logement, 31%, plus 4 points par rapport à l'année dernière. 52% des Français qui envisagent de réaliser des travaux comptent sur les aides de l'État pour les financer. Donc c'est majoritaire. Les femmes, 58%, les CSP+, 64%, et surtout les plus jeunes, 70% chez les 18-34 ans, sont ceux qui se reposent le plus ou attendent le plus d'être aidés par la puissance publique pour financer ces travaux de rénovation. Et puis on voit là aussi à quel point ces aides sont incontournables à travers ce dernier chiffre. Une majorité des personnes qui envisagent de réaliser des travaux, 53% très exactement, nous disent qu'ils seraient concraints de renoncer à leur projet de travaux s'ils n'obtenaient pas les aides. Donc on voit bien comment les aides sont centrales dans la construction budgétaire du financement de ces travaux pour les Français. 53%, on monte même à 76% chez les 25-34 ans. Pour le dire autrement, 3/4 des 25-34 ans qui ont un projet de rénovation de leur logement, projet de travaux de rénovation, comptent sur les aides et ne pourraient pas faire sans les aides publiques. Je termine rapidement par 2 zooms régionaux, j'en ai un peu parlé. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est sans doute la région où les habitants sont le plus motivés pour la rénovation énergétique. 42%, je l'ai déjà cité, des habitants de la région souhaitent effectuer des travaux de rénovation énergétique. C'est 12 points de plus que la moyenne nationale. Donc là, on a une motivation qui est plus forte, et 71% d'entre eux souhaitent réduire leur consommation et diminuer leur facture. Un tiers déclarent connaître les aides disponibles, 5 points de plus que la moyenne, et là on a une dépendance encore plus forte que la moyenne aux aides publiques. 58% des habitants de cette région comptent sur les aides et 55% pourraient renoncer à leurs travaux s'ils ne bénéficiaient pas de ces aides. Et puis, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes que les habitants sont le plus aidés ou attendent le plus des aides. 31% des habitants de la région souhaitent effectuer des travaux pour améliorer le confort de leur logement.
Ils s'attendent beaucoup plus que la moyenne nationale, 4 points de plus à recevoir une aide, et puis 59% comptent sur les aides pour effectuer leurs travaux. Et là aussi, le renoncement dans cette région serait beaucoup plus élevé qu'au niveau national. Au niveau national, il est déjà très élevé. Peut-être quelques points de mise en perspective. Oui, en fait, on constate donc, au vu de ces résultats qu'il y a la nécessité d'une parfaite transparence, une clarté, une information du public qui n'a peut-être pas été parfaite, et les dispositifs d'aide sont parfois un peu trop complexes pour être perçus simplement. Hein. Donc ça, c'est important, il faut qu'il y ait cette... Et puis, le deuxième point qui est peut-être plus important que tout, c'est d'avoir une stabilité dans les dispositifs d'aide, qui soit stable dans le temps, qu'on puisse vraiment mobiliser tout le secteur, des professionnels, etc., pour pouvoir porter cette information. Et pour cela, il faut éviter effectivement qu'il y ait des mouvements trop erratiques, comme on a pu les connaître ces derniers temps, où en fait on voit que ces aides sont parfois la mesure d'ajustement pour boucler le budget. Bon, c'est pas... peu importe, les choix sont des choix politiques, c'est pas la question, mais ce qu'il faut surtout, c'est avoir de la stabilité, de la continuité dans l'action, pour qu'on puisse mobiliser en totalité le corpus de toutes les entreprises, les professionnels qui sont amenés. Eux, souvent, ce sont les premiers à porter l'information à leurs clients. Quand un installateur vient visiter une maison pour faire un devis pour des travaux, c'est lui qui apporte souvent les dispositifs d'aide, qui en informe le client. Donc c'est très très important qu'à son tour, il n'y ait pas des mouvements erratiques tout au long de l'année, et qu'on ait des valeurs stables. Voilà, c'est important. Le niveau de l'aide est important, mais la stabilité et le maintien dans le temps des dispositifs est tout aussi important. Alors justement, vous parliez des installateurs. Comment les Français perçoivent les installateurs ? Cette année, on pourrait le résumer à travers une formule: moins de confiance, mais plus d'exigence. Alors comment est-ce que tout ça se décline ? Quand on regarde dans le détail des résultats de cette 13e édition, on observe d'abord que la confiance envers les installateurs avait très largement progressé depuis 2012, jusqu'à atteindre l'année dernière un niveau record de 71%. Eh bien, cette année, la confiance chute brutalement. On a un recul de 16 points, quand on est sur des évolutions à 2 chiffres sur une période aussi brève. C'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose, c'est très significatif d'une évolution. Alors évidemment, nous, en tant que professionnels, quand on voit des évolutions aussi brusques, évidemment, notre première inquiétude, c'est de bien vérifier les chiffres. Ce qu'on a fait et refait, il n'y a absolument aucune erreur de chiffre. On a même reposé cette question pour en avoir le cœur net à un échantillon de 1000 personnes, puisqu'on s'est dit peut-être qu'il pouvait y avoir ce qu'on appelle un effet de halo, c'est-à-dire que les questions précédentes peuvent éventuellement mettre dans une certaine disposition d'esprit les répondants. Donc on a posé la question de la manière la plus neutre, sans aucune question préalable. On retrouve le même niveau. Donc ça dit bien que ce n'est pas l'outil de mesure qui est en cause, c'est la réalité qui s'est transformée de façon très brutale, ce qui illustre à la fois la fragilité de cette confiance. On sait que le lien de confiance est quelque chose de très ténu, et puis aussi l'impact peut-être de différentes arnaques qui ont été organisées par différentes professionnels. Les fameux éco-délinquants. Voilà, les fameux éco-délinquants. J'observe toutefois que cette confiance reste majoritaire, même si elle n'est pas très intense. Vous voyez, ceux qui font tout à fait confiance ne représentent que 6% de la population, et c'est en recul de 5 points. Mais le gros de la baisse, il se centre plutôt, disons, sur la confiance moyenne, les réponses oui plutôt, qui chutent de 11 points. La baisse de cette confiance, elle est particulièrement forte parmi les catégories populaires, c'est-à-dire parmi les employés et parmi les ouvriers. Vous savez que leur budget est plus réduit, donc ils sont davantage éligibles aux aides publiques à la rénovation énergétique. Chez eux, la confiance recule de 19 points, contre 16 points en moyenne, 19 points depuis 2023.
Et chez les catégories supérieures, c'est seulement 13 points de perdu. La confiance est plus forte chez les plus jeunes et chez les plus âgés. Elle est plus forte également en Bretagne, 63%. Elle est minoritaire dans 2 régions, Centre, Val-de-Loire, 44%, et l'Île-de-France, 41%. Donc, le premier élément, cette année, c'est une confiance, c'est une chute de confiance, même si elle reste à des niveaux élevés. Une chute brutale de confiance. Cette chute de confiance est révélatrice d'une exigence renforcée envers les installateurs. Et cette exigence, elle concerne d'abord la qualité de leurs prestations. Comme l'année dernière, en dépit d'une légère baisse, la qualité de la prestation demeure la principale attente que les Français adressent aux artisans. Ils attendent d'eux une installation technique de qualité, un service après-vente de qualité et même une garantie de résultat pour 39% d'entre eux. Donc d'abord, une exigence de qualité. Et puis dans une moindre mesure, les Français attendent de la part de ces professionnels davantage d'informations, des renseignements sur quoi? Sur les aides, là aussi on voit la cohérence, un accompagnement administratif de qualité, le respect des délais, 27%, la relation client, la réalisation d'un audit énergétique ou les conseils en termes de travaux à réaliser. Tout ça, ce sont des attentes, mais je dirais qu'elles sont plutôt au second plan aux yeux des Français. Donc on voit bien là cette exigence de qualité et ce qui permet de renforcer aux yeux des Français la qualité, en tout cas de l'attester, ce sont les références de ces artisans et de ces professionnels. Même si la confiance est en baisse, on voit que les déterminants, c'est-à-dire les éléments qui construisent cette confiance, demeurent inchangés par rapport à l'année dernière. D'abord, pour les Français, il s'agit de disposer d'un label de qualité ou d'une qualification. 79% nous disent qu'ils auraient plus facilement confiance en un installateur s'ils disposaient d'un tel label. C'est assez logique puisque c'est le rôle d'un label. Donc là, les labels jouent bien leur rôle. De la même façon, être reconnu par l'État à l'égard de la mention RGE, à travers la mention RGE, continue d'être un facteur de confiance très élevé, puisqu'il est reconnu par 78% des Français. C'est la même chose, quasiment au même niveau, 75% en ce qui concerne la proximité, les acteurs locaux, le local, on le sait, c'est gage de transparence, c'est gage de vertu, c'est gage de qualité. Donc là, c'est un critère important pour les Français. Et puis, en progrès cette année, la nécessité d'avoir un site internet pour présenter son entreprise, en progrès de 3 points, à 53%, ou le fait aussi de disposer de notes ou d'avis positifs sur Internet. On voit ces deux aspects technologiques sont en train de s'affirmer, de prendre de la valeur aux yeux des Français depuis maintenant plusieurs années. On est sur une tendance longue. Cette année, j'attire aussi votre attention sur le fait que 4 niveaux records sont atteints. C'est le cas pour la mention RGE, 78%. C'est le cas pour le local, 75%. C'est le cas enfin pour les 2 derniers items. Les notes ou avis positifs sur Internet, 58%. Et puis le fait de disposer d'un site Internet pour présenter son entreprise, 53%. Bon, ça correspond absolument à ce qu'on promeut, nous, à Qualité ENR. On dit que les entreprises doivent être implantées sur leur territoire, faire appel à des entreprises de proximité qui sont là, bien sûr, pour assurer du bon travail et puis vous montrer aussi des exemples de réalisation qui pourront être des références. Mais aussi, ne pas oublier que pendant une installation, c'est fait pour durer très très longtemps,
30, 40 ans, et il faut pendant cette période-là qu'il y ait toujours la proximité pour assurer la maintenance, le service après-vente, et ça c'est important de faire appel à des entreprises qui sont bien implantées dans un territoire. C'est la recommandation que nous formulons. On dit toujours aux candidats, choisissez des entreprises locales et choisissez-en 2 ou 3, faites faire des devis et allez visiter des références que vous proposeront les prétendants. Voilà. Pour terminer sur cette partie, une région très en confiance, une région plus en méfiance. La région en confiance, c'est la Bretagne. 63% des Bretons ont confiance dans leur installateur, c'est 8 points de plus que la moyenne. Une majorité s'attend ou attend d'eux une prestation de qualité, font davantage preuve de confiance avec un installateur qualifié, 84%. Notamment s'ils disposent d'une mention RGE. Et puis la dimension locale en Bretagne, vous savez qu'il y a une sorte de patriotisme local, est évidemment encore plus forte qu'au niveau national, puisque 84% des Bretons sont soucieux de l'implantation locale de l'installateur. C'est 9 points de plus que ce qui est observé au niveau national. Puis à l'inverse, plus de méfiance est observée dans le centre Val-de-Loire. 55% des habitants de cette région n'ont pas confiance dans leur installateur. C'est 11 points de plus que la moyenne. 22% attendent d'eux une relation client de qualité, 4 points de plus que la moyenne. Et puis, là aussi, le fait de disposer d'une mention RGE ou d'être un installateur qualifié susciterait davantage de confiance auprès de ses habitants. Ce sont des chiffres très élevés, 82%. Oui, absolument. C'est une quasi-unanimité, on peut dire, sur ce genre de choses, même s'il reste encore des personnes qui sont réservées. Mais on garde quand même là une confiance dans ces labels qui sont très importants. Voilà. On pourra le vérifier sur l'ensemble de la chaîne, mais je pense que le RGE est bien installé aujourd'hui dans l'opinion publique. Même si on a vu, les aides qui sont associées ne sont pas forcément bien connues, mais en tout cas, le label, lui, a fait son chemin. Alors, je vous propose de passer à la 4e partie, avec justement les solutions ENR, qui sont au cœur de la performance énergétique des bâtiments. Et des Français qui, là aussi, sont vraiment unanime, c'est rare d'avoir des scores aussi élevés, et donc il faut le souligner. 98% des Français sont favorables au développement d'au moins une ENR pour les solutions de chauffage, d'eau chaude et d'électricité. J'insiste sur ce point, 98%, ça veut dire que c'est l'intégralité de la population. Vous avez 2% de réfractaires ou de personnes qui... Mais c'est irréductible. Donc là, tout le monde est convaincu. On n'est plus dans cette phase où on devait convaincre. Là, désormais, c'est un acquis parfaitement consensuel dans la population. Développer les énergies renouvelables. Si je regarde un petit peu dans le détail, les filières qui sont les plus soutenues sont celles qui continuent à creuser l'écart. Le solaire thermique, c'est la première filière ENR à développer. 89% des Français y sont favorables. Devant les panneaux photovoltaïques, 86%, plus 3 points. L'hydraulique, 86%, plus 2 points. La filière éolienne progresse aussi globalement, même si, on le sait, l'éolien en mer est un petit peu plus apprécié que l'éolien terrestre, parce qu'il est moins visible évidemment, 71% contre 67%, mais on a tout de même une progression de 3 points dans les deux cas, donc il faut continuer à encourager l'éolien. Ce qui reste un score très élevé, Absolument. 67%, parce qu'on a tendance à dire que l'éolien est rejeté par les Français. En fait, on s'aperçoit que les 2 tiers, ils sont favorables. Donc c'est quand même... C'est la même chose pour la pompe à chaleur qui stagne cette année, mais qui reste extrêmement soutenue en tant que technologie. 82% des Français disent qu'il faut encourager cette filière. Alors, quand on regarde les autres sources, la plupart des énergies carbonées
sont largement moins soutenus en tant que filière à développer. 25% seulement pour le gaz de schiste, 23% pour le fioul, 22% pour le charbon, même si on a des niveaux qui sont relativement stables depuis une dizaine d'années. La filière gaz naturel est en dynamique, 62% des Français soutiennent son développement, progression de 7 points en l'espace de 2 ans, depuis 2022. Alors, on avait eu une baisse entre 2021 et 2022, mais là on a une progression pour le gaz naturel. Et puis enfin, en ce qui concerne le nucléaire, on avait eu 6 années de hausse consécutive. Le soutien au nucléaire est stable, à son plus haut niveau depuis le début du baromètre. 2 tiers des Français estiment qu'il faut développer la filière nucléaire. On a donc là une opinion qui a radicalement changé en l'espace de moins d'une décennie. Oui. Je rappelle que seulement 39% des Français soutenaient le développement de la filière nucléaire en 2016. Aujourd'hui, c'est 65%. Voilà. Et ça se stabilise à un niveau très élevé. Il y a quand même un lien entre le gaz et le nucléaire. Hein. On voit que quand le gaz augmente, le nucléaire se stabilise à peu près. Et c'est vrai que, bon, c'est pas tout à fait étonnant, puisque ces deux énergies, nucléaire et gaz, ont été considérées par l'Europe comme des énergies de transition. Et donc, dans la nomenclature des énergies renouvelables au niveau européen, ces deux énergies sont considérées. Et là, on en a la transcription dans l'opinion des Français, ce qui est assez remarquable, quoi, finalement. Hein, parce que je pense que c'est assez rare que les décisions de Bruxelles se retrouvent aussi directement dans la pensée de nos concitoyens. Alors, cette conscience ENR, elle est maximale pour le développement des filières de chauffage, d'eau chaude et d'électricité. 8 Français sur 10 estiment que les ENR sont incontournables pour améliorer la performance énergétique du logement, progression de 2 points par rapport à 2023. Les pompes à chaleur, 81%, le photovoltaïque, 79%, plus 4 points, les poêles à bois, 78%, sont également largement cités. Et puis enfin, 82% des Français, s'ils devaient remplacer leur installation énergétique actuelle, nous disent qu'ils choisiraient des équipements en énergie renouvelable. Là aussi, c'est un score en progression de 2 points. La volonté de s'équiper en ENR des Français progresse dans leur esprit. Elle monte même à 86% chez les 25-34 ans, 85% chez les catégories dites supérieures, 86% en Centre-Val de Loire et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais pourtant, ces ENR qui sont parés de plusieurs qualités restent chers pour 89% des Français. C'est leur principal problème. C'est l'élément aussi qui structure le plus les perceptions des Français. Évidemment, tout ça est aiguisé dans le contexte actuel d'inflation et de tensions budgétaires qu'on évoquait en début de conférence. Mais aujourd'hui, 89% des Français nous disent que les énergies renouvelables sont chères et 42% sont même tout à fait convaincus de cet aspect. On voit bien que c'est à la fois le raisonnement le plus répandu, mais aussi le plus intense. 42%, vous voyez, toutes les autres réponses ne dépassent jamais les 28%, ce qui concerne l'intensité la plus marquée. Donc vraiment, la colonne vertébrale de la perception de l'image des énergies renouvelables, c'est leur cherté, et ça a même tendance à progresser d'1 point par rapport à l'année dernière. Alors là, c'est un petit paradoxe parce que effectivement, si on prend des énergies comme le photovoltaïque, par exemple, dont le prix a été divisé par 10 en 10 ans et dont le prix continue de baisser, en fait, on se rend compte que la baisse des prix de gros ne s'est pas encore répercutée sur les prix installés chez le particulier. Et c'est lié en grande partie au fait que, bien, il y a beaucoup de demandes, la compétition, la concurrence n'est pas totalement fluide. Et donc, aujourd'hui, on reste sur des prix installés qui, par exemple, sont beaucoup plus élevés en France qu'en Allemagne, où le marché est beaucoup plus organisé, beaucoup plus concurrentiel. Donc, voilà, pour le futur, on pense que ça va
ça peut être un élément déclenchant assez brutal. C'est-à-dire à partir du moment où les prix vont baisser de façon significative, on va avoir une augmentation des volumes qui va être assez importante. Il y a un autre frein qui est relevé par les Français, alors dans leur perception, peut-être que dans la réalité ce n'est pas le cas, ce sont les difficultés d'installation, qui est un frein qui se maintient cette année à hauteur de 63%, et puis l'idée aussi, au même niveau, 62%, que ces énergies ne fonctionneraient pas toute l'année. Mais si on met de côté ces aspects négatifs, qui ne sont pas minimes, qu'il ne faut pas minimiser, on observe tout de même que les Français reconnaissent de plus en plus toutes les qualités des énergies renouvelables. Elles permettent de se sentir bien chez soi, 87%, là aussi c'est très consensuel, il y a un niveau très élevé, et en progression de 4 points. Elles sont assez logiquement respectueuses de l'environnement, 86% des Français sont d'accord avec cette idée, plus 2 points. Elles favorisent l'indépendance énergétique de la France, 84%, plus 3 points. Et puis les 3/4 des Français estiment qu'elles permettent de faire des économies, 74%. Les plus jeunes sont encore plus laudatifs par rapport à l'ensemble des qualités des énergies renouvelables. Et puis, ajoutons aussi qu'en 2024, le taux d'équipement en solutions d'énergie renouvelable chez les Français atteint un niveau record. 46% des Français déclarent être équipés d'une solution d'énergie renouvelable pour le chauffage, l'eau chaude et l'électricité à leur domicile, plus 1 point par rapport à 2023. Et puis, ajoutons aussi que 37% des Français envisagent de s'équiper. Alors là, on a un petit tassement par rapport à l'année dernière, mais ça reste un niveau très élevé. Oui, un point là-dessus, c'est vrai que 1% de plus que l'année dernière, ça peut paraître assez faible. Mais ce qu'on constate souvent, c'est qu'une personne qui a fait, par exemple, qui avait une pompe à chaleur, l'année suivante va faire de l'isolation par l'extérieur, et peut-être la troisième année mettra des panneaux photovoltaïques. Et donc on s'aperçoit que ceux qui ont goûté à la transition énergétique et qui ont fait déjà des efforts continuent d'en faire. Et c'est pour ça que là, quand on dit 46%, c'est ceux qui ont au moins une action de renouvelable, qui ont au moins engagé une action. Mais évidemment, on ne compte pas ceux qui ont plusieurs actions. Et il n'est pas rare d'avoir effectivement des aficionados des énergies renouvelables et qui sont multi-équipés. Et c'est pour ça qu'il faut bien expliquer cette chose-là, parce que 1% ça ne paraît pas beaucoup, mais évidemment, si on cumule les ventes de l'année, et ça on peut les avoir assez précisément, avec nos statistiques, eh bien, on s'apercevra qu'effectivement, ça fait beaucoup de volume. Et si on regarde dans le détail des solutions qui sont citées, c'est d'abord toutes celles qui concernent le bois énergie à hauteur de 29%, c'est-à-dire un poêle à granulés de bois ou pellet pour le chauffage, une chaudière à bois pour le chauffage et l'eau chaude, en dehors des cheminées ouvertes bien sûr, un poêle à bois pour le chauffage ou un insert bois dans une cheminée pour le chauffage. Donc d'abord l'énergie bois ou le bois énergie, ensuite les pompes à chaleur, 20%, soit pour le chauffage en complément de celles qui intègrent chauffage et eau chaude, soit uniquement pour le chauffage et l'eau chaude. Et puis enfin, le solaire thermique à hauteur de 9%, c'est-à-dire un système solaire combiné pour le chauffage et l'eau chaude, ou un chauffe-eau solaire pour l'eau chaude sanitaire. Et puis, dernière diapositive, quelle solution pour quelle région? Les solutions relatives au bois sont favorisées en Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand Est. Le photovoltaïque, c'est plutôt l'Occitanie, vous le savez bien. Le solaire, c'est le Grand Est. Et puis, les pompes à chaleur sont favorisées par les habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté et par ceux des Pays de la Loire. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les principaux résultats de cette étude. Et je vous cède la parole peut-être pour une conclusion générale. Oui, bon, je pense qu'on en a parlé un petit peu au fur et à mesure de cette présentation, dont je vous remercie Frédéric. Bon, moi il me semble que la situation
n'est pas en rupture pour l'instant, qu'on a un effet cumulatif des investissements. Et il me semble que la confiance est toujours là, que les installateurs, bon, peut-être eux ne le perçoivent pas très bien, mais en tout cas, leurs clients sont très sensibles au label RGE, et donc pour ce qui nous concerne, c'est Calisol, Calibois, Calipv, Calipac, etc. Et donc en fait que cette maturité aujourd'hui, c'est peut-être l'âge de la maturité qu'on est en train d'aborder, avec un point de vigilance, c'est la difficulté à communiquer sur les aides qui restent complexes et qui surtout ne sont pas suffisamment je dirais, proposées et connues de tous, quoi. Voilà. Donc il y a un défaut d'information. Je sais que les pouvoirs publics s'y attachent, mais il faut que nous aussi, par le biais de nos installateurs, nous puissions promouvoir un petit peu le dispositif d'aide, que nous puissions expliquer le dispositif d'aide. Et puisque l'heure, en ce moment, est à la simplification, on appelle de nos voeux, effectivement, le fait d'avoir des dispositifs d'aide qui soient plus lisibles et plus transparents. Voilà. Ben écoutez, je pense qu'on peut passer aux questions. Je ne vois pas ce que tu m'écris. Non, pas dire. Bon. Alors, il y a un micro qui est là. N'oubliez pas de vous en saisir et de parler dans le micro, pour que nos amis qui sont derrière leur écran puissent vous écouter. Et comment vous expliquez la baisse de 71% à 55% pour la confiance des installateurs? Oui, alors non, mais c'est vrai que, enfin, à nouveau, hein, c'est très révélateur d'un choc dans la réalité. Hein, quand on a la confiance, on le sait bien, c'est quelque chose d'extrêmement précaire et très fragile. Et par conséquent, c'est comme d'autres liens humains, comme la popularité. C'est quelque chose qui se construit sur la longue durée de manière très patiente et qui peut s'effondrer du jour au lendemain. Donc quand on a un choc aussi spectaculaire, c'est que l'opinion a été frappée par quelque chose. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis un an dans la réalité pour que ce lien de confiance subisse un recul aussi marqué? Je pense qu'une partie de la réponse tient aux différents scandales qui ont été médiatisés. D'ailleurs, on le voit aussi à travers la crainte de l'arnaque à d'autres moments dans le baromètre. Mais pour la première fois, alors ça fait longtemps qu'il y a ces éco-délinquants qu'on en parle, mais peut-être que l'année dernière, il y a eu davantage d'affaires, qu'elles ont été plus visibles, plus médiatisées, en tout cas davantage conscientisées par l'opinion publique, qui, en conséquence, a adopté une forme de méfiance plus large vis-à-vis des installateurs. Alors attention à bien nuancer, on a tout de même une confiance qui reste majoritaire, et c'est vrai que c'est plus qu'un point de vigilance ou d'alerte. Il y a quelque chose de très important. Nous-mêmes, en fait, quand on est pris entre deux injonctions contradictoires. D'un côté, nous faisons à Qualité ENR vraiment, on suit de très très près tous les éco-délinquants. Ceux qui arrivent à s'intégrer, à passer entre les mailles du filet, on les poursuit en justice, etc. On les fait condamner. Et donc, quelque part, on popularise aussi ces attaques que nous avons contre les éco-délinquants. Et donc, évidemment, ça contribue quelque part à réduire l'image que l'on peut avoir, l'image positive des installateurs. Alors, faudrait-il le faire ou pas le faire? Nous, on est persuadés qu'il faut le faire. On bâtit pour du long terme. Vous voyez, Qualité ENR, c'est né en 2005, donc c'est très longtemps, et ça sera encore là dans 20 ans, j'espère, même au-delà. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on ait cette préoccupation du long terme,
qu'on assainisse véritablement ces métiers. C'est pas un travail facile, c'est pas un travail dans lequel nous sommes les seuls. On pense en particulier que les assureurs peuvent jouer un rôle important, que les banques également, en exigeant des labels de qualité. Vous voyez, c'est tout un dispositif collectif. Mais je crois que la société elle-même doit essayer de rejeter ces personnes qui sont des malfaisants, qui en plus s'adressent souvent à des populations en précarité et en leur faisant croire des choses inexplicables. Quand on vous dit acheter une installation solaire, vous ne payerez plus l'électricité, c'est bien sûr une escroquerie. Hein. Donc il faut qu'on arrive à ce que l'ensemble de la profession, au sens large, des installateurs, les organismes, les pouvoirs publics également, puissent rejeter tous ces malfaisants. C'est pas facile, parce que même les organismes qui s'occupent de la concurrence et des prix, dont c'est la responsabilité, n'ont pas des moyens illimités. Donc ils font des campagnes sur des opérations spectaculaires, ce qui s'est passé effectivement l'année dernière. Mais on n'a pas toujours la possibilité de... Alors évidemment, on le retrouve en fait dans les résultats du sondage. Mais pour autant, faudrait-il ne pas le faire? On pense que non. Nous, notre vocation, c'est d'assainir le marché. Pierre Pichard, Génie climatique. Deux questions. Est-ce que c'est pas très paradoxal d'avoir une chute à ce point de la confiance dans les installateurs et RGE à ce niveau-là, alors que tous les éco-délinquants dont vous parlez sont RGE, chez vous, chez Calibert, chez d'autres, mais il n'y a pas de sujet d'absence de RGE, il y a surtout un sujet de ce que le RGE peut ou pas filtrer. Deuxième question, est-ce que le partage d'informations annoncé depuis des années entre l'ANA, le PNC2E et l'organisme de qualification a avancé, ou est-ce qu'on en est toujours au point mort? Alors, pour ce qui est du RGE, nous on considère qu'il y a 1% de nos qualifiés qui sont effectivement en position d'éco-délinquants. Alors, pas tous, mais... J'ai pas dit que tous les RGE étaient... Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais en fait, vous en avez beaucoup qui ne sont pas qualifiés. Et vous avez énormément aujourd'hui d'entreprises des éco-délinquants qui vous disent non, attendez, les dispositifs d'aide sont trop compliqués. Moi, écoutez, les aides là qu'on vous propose, je vous les déduis de la facture. Voilà. C'est ça qu'on constate aujourd'hui. Vous avez des gens qui ne sont pas qualifiés. Vous avez même des personnes qui disent le montant des aides MaPrimeRénov', par exemple, est très difficile à obtenir. Je vous conseille de ne pas faire appel à ça, parce que si vous faites appel à une entreprise RGE, comme ils sont débordés de travail, vous allez payer 30% plus cher la prestation. C'est pas de l'éco-délinquance, ça, c'est un Mais si, marché. non, mais d'accord, mais vous avez des gens qui sont des éco-délinquants qui se positionnent justement dans le fait de ne pas être RGE. Oui, mais il y a aussi plein de bons artisans qui le font. Qui Ben, lâchent RGE oui. parce que... Oui, alors ça, j'ai pas les chiffres très précis là-dessus. J'ai pas le sentiment, peut-être notre directeur Teddy va pouvoir vous répondre. Bonjour. Peut-être pour compléter, tous les éco-délinquants sont pas RGE. Déjà, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, la DGCCRF le mesure, tous les cas d'éco-délinquants ne sont pas des entreprises RGE. Nous, on attaque des entreprises qui se font passer pour des RGE. Et puis, les RGE, on en met dehors. Il y a une sélection qui se fait à différents niveaux, donc tous ne le sont pas. Ce qui n'est pas faux, par contre, c'est que l'escroc, il a tendance à accumuler les labels sur ses plaquettes et se présenter comme, il se présentait aussi comme les pouvoirs publics, comme un énergéticien, comme plein de choses, et il est dans le mensonge, et c'est pour ça que c'est un escroc. Donc là, il ne faut pas faire ce raccourci qui n'est pas tout à fait juste. Heureusement qu'on en filtre, et heureusement que tous n'arrivent pas à... Ensuite, sur le partage d'informations, oui, on a bien avancé. Aujourd'hui, on collecte les références d'installation côté ANA et PNC2E, ce qui nous permet de renforcer le côté aléatoire des audits qui sont conduits sur les entreprises, puisque c'est plus l'entreprise qui nous communique ses références, comme le prévoient en fait les règles de l'art dans la qualification. La qualification, c'est un dispositif qualité, hein. On n'est pas un service d'inspection, on n'est pas la gendarmerie, on n'est pas la répression des fraudes, on est dans une logique d'amélioration continue. Et il y a des besoins en termes d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on parle de l'éco-délinquance, mais il y a aussi des professionnels qu'il va falloir accompagner pour améliorer leurs pratiques. Et on constate dans le cadre des audits, il reste des points d'amélioration. Et c'est tout l'intérêt aussi des dispositifs tels que les nôtres, c'est de faire monter en compétence toutes ces entreprises qui viennent dans les énergies renouvelables, notamment les nouveaux, pour qui la marge des énergies renouvelables est un petit peu plus haute que le marché traditionnel dans lequel elles intervenaient avant. Donc là, sur le transmission d'informations, on a fait un grand pas en avant. Il y a d'autres actions qui vont être conduites à court ou moyen terme.
mais ça, ce sera une autre conférence de presse, c'est pas nous qui nous ferons les annonces. Mais ça pourrait arriver rapidement. Merci Teddy. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou à distance. On peut avoir des questions à distance? Non, je ne sais pas. Oui. Corentin Patrijon de Bâti Actu. Le gouvernement va de nouveau consulter les professionnels du bâtiment, je crois, demain. La KPB et la FEB sont invités à rencontrer Christophe Béchu. Vous parliez tout à l'heure de plus de clarté et de plus de stabilité pour les dispositifs d'aide. Qu'est-ce que vous demandez, vous, concrètement, à votre niveau, pour que ce soit MaPrimeRénov' ou autre, pour justement fluidifier un peu tout ça? Alors, je vais passer la parole à nouveau à Teddy, parce qu'il a participé à une réunion vendredi dernier sur le sujet au ministère, et il va peut-être nous dévoiler quelques petites choses. Je n'ai pas énormément de choses à dévoiler, mais au niveau des dispositifs d'aide, c'est sûr qu'on croit beaucoup, certes à la rénovation globale, mais aussi à la stratégie des petits pas. Parce que c'est une réalité qu'on constate. Tout le monde n'est pas en capacité de faire des rénovations totales de son logement, s'ils n'ont pas les moyens financiers. Et donc, réduire de moitié de sa consommation parce qu'on a installé des énergies renouvelables ou réduire de moitié de sa consommation parce qu'on a fait l'isolation, en attendant, on a réduit la moitié et en vrai, c'est comme ça de gagner. C'est sûr qu'il y a des ordres qui sont plus pertinents que d'autres, et parfois, quand sa chaudière est en panne, il vaut mieux mettre un système performant que de remettre un système qui ne l'est pas en se disant non, j'ai toujours pas fait mon isolation, je fais ça quand je pourrais tout faire d'un coup. Donc il ne faut pas être dans le dogmatisme. Je crois qu'on a une problématique d'indépendance énergétique, qu'on a une problématique de coût de l'énergie, et que derrière les idéaux et les bonnes volontés, il se cache un chemin que tout le monde n'est pas en capacité de prendre. Donc si on veut avancer, qu'on veut avancer vite, qu'on veut avancer maintenant, ça ne sert à rien de se rajouter des barrières à l'entrée ou des problématiques qui sont superflues. Ensuite, sur la qualification, il y a des enjeux de simplification d'accès à la qualification sans réduire la sélectivité. Parce que le but du jeu, c'est pas de se retrouver demain avec 2%, 3% des codés vacants. Déjà, ça me fait mal au cœur. Donc, pas en avoir plus. La difficulté, c'est de voir comment on peut simplifier cet accès. Il y a des pistes. Collecte d'informations à la source. Vous donnez plus d'informations, on va la chercher directement auprès de celui qui la produit. Voir s'il y a des aménagements qui peuvent être faits sur la durée des cycles, sur les critères de qualification, en tout cas dans le marchement. Bon, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font aussi dans l'échange d'informations avec les parties prenantes. Beaucoup font des contrôles, on n'est pas les seuls à en faire. On fait les contrôles les plus poussés, techniquement. Audit RGE, si vous regardez les points de contrôle d'un audit RGE et que vous comparez à ce qui se pratique dans les inspections qui sont faites par ANA, PNC2E, DELTA, etc., vous verrez que c'est les audits RGE qui vont plus loin techniquement. Pour autant, ce qui est fait ailleurs est quand même intéressant. Et si on peut l'exploiter rapidement et s'en servir même demain pour être une mesure de sanction par rapport à des gens dont on aurait constaté qu'ils font mal, dans un cadre juridique qui nous protège, parce qu'il faut avoir conscience que dans cette bataille, notamment par rapport aux éco-délinquants, très rapidement on arrive au tribunal. Et donc si on n'est pas solide juridiquement sur les sanctions qu'on prend, là, on est exposé à déjà faire des jurisprudences qui seraient contre-productives dans la lutte contre l'éco-délinquance de manière générale. Et deux, prenez le cas de certains de mes concurrents, aujourd'hui ils ont des risques financiers sur une qualification. Une qualification pour nous en 4 ans, c'est 1 500 € maximum. Qualification, c'est 150 € la première année, puis après les coûts qui s'ajoutent en fonction des qualifs, mais avec 1 500 € en 4 ans, vous avez couvert vos frais de qualification. Et si derrière on vous dit en termes de risque financier, vous avez refusé la qualification, vous nous devez, il y a des chiffres qui sont annoncés en centaines de milliers d'euros, voire en millions, avec des associations de but non lucratif comme nous, financièrement, on ne peut pas tenir. Donc on a intérêt à faire notre travail proprement, à pas casser les pieds aux petits installateurs, c'est pas le but du jeu. Nous on a la chance dans le RGE, on n'a jamais eu autant de professionnels, ça fait 10 ans qu'on est en croissance, et on a une satisfaction des pros qui augmente chaque année, et on a encore battu des records cette année dans le cadre de nos enquêtes de satisfaction. On sait que c'est pas l'image du RGE de manière générale,
Et ça montre bien qu'il y a un enjeu à être rapide, à être accessible, tout en restant sélectif. Et en termes de sélectivité, je crois qu'on n'a rien à envier à nos camarades. Donc il faut arriver à trouver ces équilibres. Et c'est tout ce jeu d'équilibristes qui est en train d'être discuté avec les différents organismes de qualification, les organismes professionnels et les pouvoirs publics pour mobiliser sans réduire le niveau de qualité et faire en sorte qu'on ait le plus de professionnels qui sont en capacité de réaliser les travaux, parce que des travaux, il y en a un volume énorme à réaliser dans les prochaines années. Merci Teddy. Vous êtes déjà micro. Encore une question? Bon, mais on termine cette réunion. On vous remercie. On remercie nos auditeurs lointains, mais malgré tout, qui pourront écouter ce qu'on a raconté ce matin. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. On souhaite aussi vous inviter à la prochaine, parce que vous avez compris qu'il allait se passer beaucoup de choses dans le domaine des énergies renouvelables. En particulier, la spécialité de Qualité ENR, ce sont les énergies renouvelables. Et je crois qu'on n'a pas fini de vous informer, donc on va prendre rendez-vous pour la prochaine réunion très bientôt. Merci beaucoup.